Merci à tous d'être là, enfin à vous d'être là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un papier qu'on a récemment publié avec différents chercheurs, dont Adlina, ici présente. Une autre chercheure que vous connaissez tous, je pense, Céline Jacob, qui est donc encore en thèse au CEF à Montpellier. Et une autre chercheure, donc Coralie Calvet, qui est aussi basée à Montpellier, qui a récemment soutenu sa thèse. Donc, c'est un papier qui a été récemment publié dans la revue Ecosystem Services. Et donc, elle traite du lien qui peut être fait entre le principe de compensation écologique et l'approche par les services écosystémiques. Donc, c'est sûrement des notions que vous connaissez déjà bien, mais je vais réexpliquer tout de même le principe de la compensation écologique pour bien la resituer dans sa séquence, dans la séquence dans laquelle elle se trouve, puisque c'est un des éléments importants pour notre discussion justement sur le fait d'utiliser le principe des services écosystémiques dans l'approche de la compensation écologique. Donc, juste un petit rappel, la compensation écologique fait partie d'une séquence éviter, réduire et compenser les impacts que tous les aménageurs se doivent de respecter lorsqu'ils s'apprêtent à faire un aménagement qui va avoir des impacts sur l'environnement. Donc tout d'abord, lorsque les impacts du projet sont définis, l'idée c'est tout d'abord d'essayer au mieux les éviter et les réduire, de façon à avoir des pertes résiduelles les plus faibles. Et la compensation concerne justement la mise en place de gains écologiques pour compenser ces pertes résiduelles sur l'environnement que le projet pourrait occasionner. L'objectif de cette séquence et de la dernière étape de compensation, c'est d'atteindre une non-perte nette de biodiversité. Alors ce sont la séquence éviter, réduire, compenser, le principe de compensation écologique et aussi celui de non-perte nette de biodiversité a été récemment institutionnalisé ou au moins rappelé dans la loi biodiversité qui a été votée cet été, donc en août en France. Donc la question qui se pose maintenant, c'est, ici on parle de non-perte nette de biodiversité, c'est quelque chose d'assez large. En fait, il faut se poser la question réellement sur quels indicateurs, qu'est-ce qu'on cherche réellement à compenser dans cette séquence-là. Donc historiquement, les premiers pays qui ont mis en place cette démarche ont une approche par habitat et par espèce. L'idée c'était vraiment d'essayer de compenser ce qu'on avait détruit. Donc par exemple on a détruit une zone humide estuarienne. L'idée c'était de reconstruire une zone humide estuarienne. L'évolution de la connaissance, notamment en biologie de la conservation, en écologie, on fait petit à petit progresser les pratiques de compensation écologique et on essaye aujourd'hui de plus en plus d'avoir une approche par fonction écologique. Donc on essaye vraiment de reconstruire un milieu mais qui puisse être fonctionnel et pouvoir être autonome. Alors notamment en France, on essaye petit à petit d'avoir aussi cette approche-là par fonction écologique. Et une autre approche qui pourrait être intéressante, mais on le verra justement dans ce papier-là, est complémentaire, c'est une approche par les services écosystémiques. Donc en fait, lorsqu'on a une approche par habitat et par espèce ou par fonction écologique, c'est une vision assez écocentrée finalement de la compensation écologique. On regarde ce qu'on a détruit d'un point de vue écologique, on essaie de reconstruire cela d'un point de vue aussi écologique, en ayant notamment une discussion sur la localisation des zones restaurées par rapport à celles impactées, par exemple sur des critères biophysiques tels que le maintien des zones humides dans un même bassin versant. Donc tout ça, c'est des discussions vraiment d'écologie. Mais c'est vrai que dans certains pays, en particulier les pays du Sud ou les pays en voie de développement, on ne prend peut-être pas encore assez en compte pour le moment le fait que déplacer une zone qui pouvait être utilisée par certaines personnes, ne serait-ce que de quelques kilomètres, peut devenir quelque chose de vraiment très compliqué. Donc il peut y avoir vraiment des problèmes sociaux et des problèmes socio-économiques engendrés. Et puis au-delà de ça aussi, une histoire d'accès à ces zones-là, d'autres services que ces zones pouvaient rendre. Mais aussi dans nos pays, on peut penser à la protection par exemple en cas d'inondation. Il y a vraiment plein d'autres services que peuvent rendre ces zones naturelles. Donc petit à petit, la communauté internationale appelle à réintégrer finalement dans le principe de compensation écologique des aspects socio-économiques, en incluant notamment une approche par les services écosystémiques. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que donc cet intérêt se démarque dans les rapports internationaux sur ces questions-là, mais que pour le moment, il n'y a pas réellement de ligne directrice et que pour le moment, nous le verrons, rares sont les pays qui réellement appellent à l'inclusion de cette approche par service dans la compensation écologique. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder déjà
l'état de l'art de cette inclusion des services écosystémiques dans l'approche de compensation écologique. On a ensuite discuté les intérêts et limites que pouvait générer ce rapprochement entre ces deux concepts-là. Et ensuite, on propose une façon d'intégrer cette approche dans la compensation écologique avec différentes précautions qui sont vraiment nécessaires de respecter pour éviter de dévier finalement de l'objectif qui est d'avoir une meilleure inclusion des enjeux socio-économiques dans cet objectif de protection de l'environnement. Donc tout d'abord, pour l'état de l'art, nous avons regardé les différents contextes réglementaires des différents pays qui aujourd'hui demandent à leurs aménageurs de respecter cette séquence éviter, réduire, compenser. Alors les services écosystémiques sont parfois mentionnés dans les cadres réglementaires, mais ils ne sont jamais réellement... Il n'y a pas de demande vraiment concrète pour appliquer et mettre en œuvre des compensations qui prennent en compte ce principe des services écosystémiques. Et notamment en France, dans la toute dernière version de la loi, en fait, on observe qu'il est question d'éviter et réduire les impacts portés à la biodiversité et aux services qu'elle rend, mais que l'étape de compensation ne demande que de prendre en compte des fonctions écologiques, les habitats, les espèces. Donc, et pour avoir rediscuté avec des personnes qui ont finalisé ce texte-là, on a vraiment une volonté pour le moment de ne pas vraiment s'occuper des services écosystémiques, puisque en fait, déjà que c'est compliqué de faire de la compensation, c'est un petit peu leur message. De là à encore rajouter cette approche par les services, on n'y est pas, quoi. Donc réellement, pour le moment en France, ça n'est pas encore pour tout de suite. Par contre, dans des contextes volontaires et internationaux, on a déjà cette recherche d'inclure cette approche des services, et notamment donc, dans le cadre des standards internationaux. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec ce genre de principes, donc ces standards internationaux. En fait, il s'agit de différentes organisations qui vont avoir, par exemple, comme le BIBOP, pour rôle d'essayer d'établir un ensemble de règles de bonnes pratiques pour mettre en œuvre la compensation écologique. Et différentes organisations, différents pays, que ce soit des acteurs privés ou publics, vont pouvoir en quelque sorte adhérer à ce groupe qui cherche vraiment à améliorer la façon dont la compensation est mise en place. Il y a aussi des acteurs comme l'IFC, donc c'est l'Institut international, enfin c'est une filiale de la Banque mondiale qui donc a développé un standard de performance que tous les aménageurs qui reçoivent des financements de la Banque mondiale se doivent de respecter. C'est-à-dire que même si un projet doit être réalisé dans un pays où il n'y a pas du tout de réglementation qui comprend la séquence ERC, la compensation, le fait que les financeurs comme la Banque mondiale ou d'autres agences de développement, si ceux-ci sont les financeurs, alors l'aménageur se doit de respecter ces standards de performance-là, qui vont beaucoup plus loin que la réglementation existante dans ces pays. Et aussi, on a aussi différents secteurs qui se sont positionnés sur une amélioration de leurs pratiques, et notamment le secteur des mines, ou aussi avec l'EPICA, le secteur de l'exploration pétrolière. Donc ce sont des industries qui essayent de se positionner sur une meilleure mise en œuvre de ces compensations. Et justement, ces standards-là incluent une approche par les services écosystémiques dans leur ligne directrice et aussi dans leurs conseils finalement pour l'appliquer. Ensuite, dans la littérature scientifique, pour le moment, on en est à un appel à la recherche sur cette question. Donc on a vraiment plusieurs publications qui disent qu'il serait nécessaire de mieux impliquer d'avoir une approche par service écosystémique dans la compensation. Il y a quelques exemples qui ont été décrits, notamment un exemple en Allemagne où ce sont une compensation d'écosystèmes urbains qui ont pris en compte les services écosystémiques, vu que ce sont des milieux où il y a une assez grande multifonctionnalité finalement entre les usages et l'intérêt écologique que peuvent avoir ces milieux-là. Et on retrouve aussi quelques exemples dans le cadre du coup des mines et du développement d'infrastructures routières, par exemple, dans différents pays d'Amérique du Sud. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a quelques contextes dans lesquels on retrouve cette notion. Il y a quelques lignes directrices qui sont proposées par les contextes volontaires. Alors, est-ce que c'est eux qui vont commencer à amorcer un changement ? On verra ça dans les années qui viennent. Mais finalement, donc avec Adeline et donc les deux autres collègues, on s'est posé la question est-ce que finalement cette approche par service écosystémique, c'est pas aussi une façon d'appeler des choses qui existent déjà? Parce qu'on a souvent tendance à avoir des nouveaux contextes qui sont apportés, mais finalement parfois c'est en fait une façon de décrire certaines choses qui existent déjà.
Et donc on a réinterprété en quelque sorte l'approche de l'évaluation environnementale en se demandant si finalement on n'avait pas déjà une approche par service écosystémique via cette approche-là. Donc l'évaluation environnementale, on pense surtout aux études d'impact environnemental que chaque aménageur met en place lorsqu'il développe un projet. Alors effectivement, le mot et la notion de service écosystémique est rarement mentionné dans les études d'impact, mais finalement, si on regarde un peu plus près, le concept y est, puisque finalement, quand on évalue les impacts que va avoir le projet sur le milieu physique et biologique, et qu'on regarde aussi ensuite les impacts que via l'environnement le projet va avoir sur les hommes, donc parce qu'il va y avoir des contraintes socio-économiques apportées par le projet, on a finalement déjà une approche par service. Quand on regarde par exemple le fait qu'une population ne pourra plus avoir accès à un écosystème pour lequel elle avait un usage, mais même si c'est un usage récréatif, finalement on en vient à se poser la question du impact sur les services culturels du projet. Donc finalement, il nous a semblé que l'étude d'impact environnemental, ça pouvait être justement un vecteur intéressant pour avoir une approche par service écosystémique, mais que finalement, vu que pour le moment, ces démarches-là ont une approche assez segmentée, c'est-à-dire qu'on regarde l'environnement et on regarde ensuite l'approche socio-économique, on risque d'avoir un double comptage, parce que finalement, quand on regarde l'impact sur tel ou tel écosystème, puis l'impact que les personnes qui utilisaient cet écosystème vont avoir, finalement, on se pose deux fois la même question. Donc ça peut être un vecteur intéressant pour inclure une approche par service, mais une des limites ou un des points de vigilance sera donc de faire attention à ce risque de double comptage. Donc pour illustrer un peu cette idée-là, là j'ai répertorié dans ce tableau plusieurs mesures qui concernent le milieu marin notamment, et qui montrent que finalement dans les mesures de compensation ou aussi d'accompagnement qu'on retrouve dans les études d'impact, on a déjà finalement cette idée de viser certains services écosystémiques. Donc, par exemple, ici c'est un exemple de compensation écologique obligatoire. Donc là, on retrouve ça souvent, notamment aux États-Unis. C'est un exemple qui est très classique en Floride. Lorsqu'il y a du clapage en mer qui, donc en étant déposé, détruit les fonds benthiques, on va mettre en place des mesures de compensation. Et d'ailleurs, certaines mesures qui ont été historiquement et souvent mises en place. Tu veux poser une question ? C'est par exemple, quand on va faire du curetage ou quand on va récupérer des sédiments à un endroit, on va les redéposer à un autre endroit en mer. Et parfois, en fait, on va le déposer sur des herbiers ou quand c'est vraiment mal fait, ça peut être vraiment porter des préjudices importants environnementaux. C'est de plus en plus contrôlé, mais pendant longtemps, en fait, il y a eu quand même des impacts au moment de cette manipulation-là. Et justement, pendant longtemps, et c'était assez problématique, les mesures de compensation qui étaient proposées pour la destruction disons, des herbiers, c'était de mettre en place des récifs artificiels. Et alors c'est vrai que ça pose une question d'équivalence écologique parce que finalement, on n'a pas vraiment on n'a pas reconstruit la même chose que ce qui a été détruit. Et on peut penser, certains articles ont cette analyse-là, on peut penser que finalement, c'est une mesure qui va profiter donc aux plongeurs, aux pêcheurs qui vont du coup pouvoir venir autour de ces récifs-là, puisqu'il va y avoir des poissons qui seront attirés. Finalement, on vise plutôt un service de récréation que l'objectif de réelle compensation écologique des impacts qu'il y a eu lieu. Donc c'est un exemple qui pourtant a été assez courant, du moins pendant une période. Ensuite, on a des mesures d'accompagnement économique qui sont régulièrement proposées, notamment dans le cadre des parcs éoliens en mer. Donc là, c'est un exemple qui est pris sur le parc éolien en projet de développement à Saint-Brieuc, en France. Et donc là, c'était le parc va détruire une partie d'un gisement de coquilles Saint-Jacques. Du coup, une mesure de compensation possible, c'était donc de réensemencer d'autres gisements de coquilles Saint-Jacques pour en fait compenser la perte d'existence de ce gisement-là. Donc finalement, on peut dire que effectivement, c'est une mesure qui a pour but de restaurer la même chose d'un point de vue écologique, mais que finalement, ça va aussi profiter aux acteurs économiques, dont la pêche professionnelle, qui avait accès à ce gisement-là, qui du coup pourrait avoir accès à un autre gisement. Finalement, on peut l'expliquer comme ça. D'autres mesures qui ont été proposées dans le cadre du développement d'un terminal gazier, en France aussi, ça a été pour compenser le fait que les gens n'auraient plus accès à une plage, pour pouvoir compenser les usages récréatifs qu'ils avaient sur cette plage, c'était de créer d'autres zones de loisirs, mais qui avaient quand même un ancrage un peu environnemental. Donc la création d'un plan d'eau de loisirs, d'une maison de nature et une aire de baignade, mais biologique, quoi. Ils essayaient d'avoir une approche un peu plus naturelle de ces propositions de restauration. Alors après, c'était des mesures complémentaires à des mesures écologiques. Si je me rappelle bien, Adeline,
c'était qu'il y avait les mesures de compensation écologique et spécifiquement pour cet impact aux usages récréatifs, ces mesures qui étaient un peu hybrides en quelque sorte. Donc là, le service visé, c'est un service de récréation. Encore deux exemples. Donc des mesures qu'il a pu y avoir pour des parcs éoliens en mer, c'était l'installation de viviers à homards. Donc là, on est clairement dans une mesure supplémentaire pour un peu travailler sur l'acceptabilité du projet. Là, on vient proposer à des acteurs économiques des choses qui seraient intéressantes pour elles, même si ça n'a pas un lien direct avec l'impact du projet. Et enfin, quelque chose encore plus... dans la même idée, finalement, là, c'est le fait de financer des projets sur le contrôle de la crépidule. C'est quelque chose de vraiment différent, mais ça vient conforter les acteurs dans une meilleure acceptabilité du projet. Et là, le service de régulation, c'était donc... le service qui était visé, c'est la gestion d'une espèce invasive. Oui. Type de mesure, tu différencies compensation de l'accompagnement. Ouais. Alors en fait, là, la première mesure, c'est réellement une mesure de compensation écologique qui est demandée au titre de la loi, où vraiment on te demande de mettre en place une mesure qui viendra compenser les impacts qu'il y a eu sur l'environnement par des mesures qui vont générer un gain pour l'environnement. Les mesures d'accompagnement, elles ne sont pas obligatoires en quelque sorte, mais la plupart des maîtres d'ouvrage, quand ils mettent en place un projet, sont un peu obligés de composer avec les acteurs qui étaient usagers de cette zone, et ils viennent proposer ces mesures d'accompagnement. Parfois, c'est des mesures qui sont vraiment indispensables pour que le projet ne soit pas bloqué, et parfois, c'est pas suffisant. Pour certains projets qu'on connaît, même des mesures d'accompagnement n'auront pas été suffisantes pour que les gens soient suffisamment d'accord pour que le projet puisse être réalisé. Donc c'est une distinction en fait juridique, même si ça existe quand même ce type de mesure-là. Donc finalement, d'après notre compréhension, c'est donc l'approche par les services, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant pour intégrer des composantes socio-économiques dans l'approche de la compensation écologique. Mais on voit que finalement, c'est des choses qui existent déjà un petit peu, donc finalement, ça ne nous semble pas si compliqué de pouvoir petit à petit un peu mieux encadrer et mieux définir les conditions dans lesquelles on pourrait inclure cette approche par service dans la compensation. Donc on a quand même pris le temps de détailler un petit peu quels étaient les différents intérêts et limites que pouvait avoir ce rapprochement. Donc on peut commencer par les choses que ça apporte d'intéressant. Donc tout d'abord, ça permet d'avoir une définition un petit peu plus large de l'environnement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la compensation, elle est dédiée surtout aux impacts résiduels significatifs sur des espèces ou des habitats protégés. Donc ça veut dire que finalement, la compensation, c'est quelque chose qui semble très séduisant, intéressant, mais ça ne concerne pas tout. Certains milieux sont détruits, mais finalement, vu qu'ils ne sont pas protégés et que sur ce milieu-là, aucune espèce protégée n'habite ou se développe, ces milieux sont simplement détruits, sans compensation par ailleurs. Donc finalement, de travailler sur les services écosystémiques, vu que des milieux qui ne sont pas forcément des milieux très très intéressants d'un point de vue rareté biologique, ils vont être quand même pris en compte dans cette séquence ERC et éventuellement, il va y avoir des mesures de compensation demandées pour ce type de milieux. Donc c'est un des intérêts de cette approche. Un deuxième, c'est donc le début de la discussion, hein, c'est de vraiment réintégrer les enjeux socio-économiques et sociétaux dans l'approche de compensation. Peut-être que dans nos pays, c'est un petit peu moins visible, mais dans certains pays, c'est vraiment indispensable d'avoir cette approche parce qu'on a réellement derrière des personnes qui peuvent avoir vraiment un usage vital de certaines zones et le fait de les détruire et les déplacer peut venir complètement déstabiliser un contexte social et la santé et la sécurité de certaines personnes. Donc finalement, ça permettrait de réintégrer ces enjeux-là pour accéder à une meilleure justice, une meilleure acceptabilité des projets, et y compris des mesures de compensation. Un dernier intérêt, c'est de considérer des impacts cumulés et indirects. C'est quelque chose qui est demandé, du moins dans la ligne directrice de la compensation écologique, mais c'est quelque chose qui pour le moment est peu mis en œuvre, puisque finalement on regarde qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit de l'impact et on ne regarde pas trop finalement qu'est-ce que cet impact va générer à une échelle un petit peu plus large, puisque finalement les aménageurs se doivent de regarder leurs impacts dans le fuseau de l'étude et vont rarement regarder si ça va déstabiliser, disons, une population qui aura une aire de répartition plus large que l'aire de l'étude. Donc finalement, si on s'intéresse aux services écosystémiques, ça permettrait de réintégrer ces échelles-là, puisque nécessairement, il va falloir aller regarder un petit peu plus loin que la seule zone d'étude pour l'impact. Alors on a aussi trouvé quelques aspects négatifs liés à l'inclusion des services dans la compensation écologique. Le premier, c'est que la compensation écologique elle-même reste quelque chose d'assez controversé,
Donc c'est encore une approche que différents chercheurs ou d'autres acteurs économiques, publics ou privés remettent en question. Et notamment une approche de la compensation écologique par les services écosystémiques nous risque de faire oublier les milieux du coup qui ne sont pas utiles à l'homme, parce que finalement quand on pense aux services écosystémiques, donc on pense aux milieux utiles pour l'homme, et si on cherchait à compenser les milieux utiles pour l'homme, certains endroits du coup ne seraient pas concernés par les compensations. Donc en fait c'est un risque de renverser la logique, d'avoir une approche exclusivement par service écosystémique. C'est un des conseils qu'on donne d'ailleurs dans notre approche, c'est que ça sera une approche complémentaire mais qui ne doit pas venir remplacer l'approche biophysique par espèce, habitat et fonction écologique. Une deuxième chose, c'est que finalement, rien que dans la compensation écologique, on a encore des obstacles méthodologiques qui subsistent, et notamment pour le principe des services écosystémiques, qui est un principe pas si récent que ça, mais qu'on met en application depuis pas si longtemps. On a encore plein de choses à finaliser. On n'a pas encore de définition claire ni de méthode standardisée pour évaluer les services écosystémiques. Le lien entre les services écosystémiques et la biodiversité n'est pas encore si clair. Finalement, ça dépend de son état. On peut penser par exemple qu'une zone humide en très bon état, mais qui n'a absolument aucun moyen d'accès, finalement va générer peu de services puisque les gens ne vont pas pouvoir directement y accéder. Et qu'au contraire, une zone humide en bon état, mais dans laquelle on va mettre en place tout un réseau de passerelles ou de points d'accès, on va petit à petit venir diminuer les enjeux de biodiversité parce qu'on va avoir une présence humaine qui va peut-être venir déstabiliser le milieu. Donc finalement, ce lien entre biodiversité et services écosystémiques n'est pas si direct. Et donc le double comptage, on l'a déjà évoqué à l'endroit de l'étude d'impact environnemental. Quand on pense services écosystémiques, on a parfois tendance à oublier que selon les préférences que peuvent avoir les différents acteurs, on va avoir une pluralité des valeurs et des préférences sociales pour ces milieux. Donc on va avoir par exemple certains milieux qui vont pouvoir être très appréciés par certaines personnes, alors que d'autres y verront plutôt des sources d'inconvénients. Un exemple tout simple, la présence d'une zone humide pour des acteurs vraiment intéressés par ce milieu-là, les espèces qui peuvent s'y développer, ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. Et certaines personnes vont simplement y voir un repère à moustiques ou à insectes. Donc vraiment, on voit qu'il y a différentes approches possibles pour un même milieu. Donc ça peut être aussi compliqué de devoir définir une approche du coup standardisée de ces services, en particulier pour les services récréatifs. Et enfin, comme je l'avais abordé juste pour le premier point, le risque, c'est qu'on vienne substituer l'approche par service écosystémique aux autres approches par espèce ou par habitat, ce qui pourrait poser un problème, notamment puisqu'on ne regarderait plus que ce qui est utile à l'homme. Et aussi, donc, le risque, c'est d'arriver petit à petit à diminuer l'équivalence écologique entre les pertes liées au projet et les gains liés à la compensation. Parce que finalement, si on peut compenser par n'importe quelle autre espèce ou habitat qui génère le même type de service écosystémique, on va diminuer finalement la stricte équivalence entre ce qui est gagné et perdu. Si on se propose de remplacer, disons, une zone humide par une usine de traitement des eaux, effectivement, c'est le même service qui est rendu, mais finalement, on va avoir une équivalence entre un élément naturel et quelque chose de manufacturé. Et encore pire, si on complète simplement en évaluation monétaire les services écosystémiques perdus, alors là, on n'a plus du tout de services écologiques par ailleurs rendus. Donc finalement, en pesant le pour et le contre de cette approche, on a proposé une sorte de mode opératoire pour intégrer l'approche par service écosystémique dans la compensation écologique, en mentionnant que le point le plus important, c'est vraiment de voir ça comme une approche complémentaire qui arrive en quelque sorte en deuxième étape, une fois que l'approche de compensation écologique biophysique est réellement respectée. Puisqu'on a vu qu'il pouvait être risqué d'avoir une approche uniquement par les services écosystémiques dans la compensation écologique. Donc finalement, c'est plus que cette approche-là va apporter une information supplémentaire pour ne pas oublier les impacts et les intérêts et enjeux socio-économiques. Finalement, ça pourrait aussi permettre de donner un peu plus de poids aux enjeux biodiversité, d'aller un petit peu plus loin que les stricts enjeux qui sont pris en compte aujourd'hui, à savoir la biodiversité protégée et les impacts jugés comme réellement significatifs. Donc finalement, ce qu'on proposera, c'est une approche complémentaire et qu'on va essayer de mettre en œuvre tout au long de ces politiques publiques de conservation de la biodiversité, et en particulier là, la séquence éviter, réduire, compenser. Donc finalement, si on reprend le schéma initial de la séquence ERC que j'ai présenté tout à l'heure, avoir une approche par service, ça revient simplement donc à dire que on a donc un lien
plus ou moins bien établis, et c'est pour ça qu'on a toutes ces marges d'erreur entre la biodiversité et les services qui sont rendus donc, pour les populations humaines. Donc finalement, à chaque étape, on voit que ça rajoute en fait aussi, ici, si on impacte la biodiversité, on impacte nécessairement une certaine quantité de services écosystémiques. Quand on cherche à éviter ou réduire, oui, excusez-moi, au tout début. Donc finalement, dès l'étape initiale, quand on a un projet et du coup un projet d'impact, il est nécessaire de regarder dès le début s'il y aura des impacts absolument incompensables d'un point de vue de la biodiversité, c'est ce qui est censé être fait actuellement, mais aussi d'un point de vue acceptabilité sociale. Si on se rend compte dès le début que le projet va avoir des impacts qu'on ne sera pas capable de compenser et que cela va générer des impacts absolument inacceptables d'un point de vue social ou socio-économique, il sera nécessaire dès cette étape-là de pouvoir reconsidérer le projet, voire le remettre complètement en question. De la même façon, à l'étape d'évitement et de réduction, quand on cherche à par exemple déplacer un projet parce qu'on va éviter un enjeu environnemental, il faut aussi pouvoir prendre en compte les gens qui dépendent de ce milieu-là et donc aussi prendre en compte certains milieux en fonction de l'utilité et de l'apport que ça peut avoir pour les populations humaines. Et finalement, à l'étape de compensation, ça peut vouloir dire que si on a le choix entre différentes mesures de compensation qui vont être équivalentes écologiquement, on va essayer de choisir celle qui va permettre de maintenir un certain flux de services écosystémiques que l'endroit impacté rendait aux populations humaines une fois la compensation réalisée. Donc c'est un petit peu idéaliste puisque souvent on a déjà du mal à trouver une façon de compenser un projet. Mais ça veut quand même dire que si on avait le choix au moins entre deux possibilités, on essaierait de choisir la possibilité qui va donc permettre un maintien des services rendus aux populations initialement impactées. Donc ça peut être, prenons un exemple, une zone humide qui va être détruite à côté d'une ville. Cette zone humide avait pour rôle une zone de stockage en cas de crue par exemple. Et donc si cette zone est détruite et disons et artificialisée, il y a un risque d'inondation du coup du village puisque la zone humide n'aura plus ce rôle de tampon en quelque sorte en cas de crue. Il faudrait pouvoir désartificialiser ou faire une autre zone de rétention des crues à un autre endroit qui puisse protéger ce même village, quoi, si on veut vraiment avoir un exemple très concret. Et donc, même si on accepte, si on ajoute cette approche par les services pendant la séquence ERC, il est absolument sûr qu'on va avoir des pertes résiduelles de services écosystémiques. Ça veut dire que même si on a choisi au mieux un milieu qui va pouvoir rendre au mieux les services écosystémiques qui auraient été perdus par les populations initialement impactées, on va sûrement avoir ces pertes résiduelles. Et donc c'est pour ça que pour ces pertes résiduelles, il est important d'avoir des mesures complémentaires. Alors, les différentes mesures qu'il pourrait y avoir, ce sont d'autres solutions donc naturelles, mais qui ne sont pas forcément en lien avec l'impact du projet. Ça peut être aussi des solutions de remplacement, comme on avait parlé tout à l'heure d'usines de traitement des eaux, des compensations monétaires, d'autres types de négociations. Mais en fait, toutes ces mesures-là, même si elles ne sont plus en lien direct avec l'impact qui a eu lieu, donc l'impact environnemental, c'est moins grave puisqu'on aura respecté par ailleurs la séquence ERC pour les impacts biophysiques. Donc en fait, on vient dire que là, on vient compléter une perte résiduelle de services écosystémiques une fois qu'on aura déjà répondu à l'impact de no-net loss, de non-perte nette de biodiversité. Et c'est important de le réfléchir dans cet ordre-là, puisque donc si on substitue l'approche par service à l'approche de compensation biodiversité, on risque alors d'avoir des pertes de biodiversité nettes et ne plus aller dans l'objectif de non-perte nette de biodiversité. Alors, il y a aussi une autre mesure finalement qui est très souvent mise en œuvre, c'est tout simplement l'argumentation. Ça veut dire qu'un maître d'ouvrage dira, voilà, effectivement, on va perdre quelques services, par exemple culturels, mais le projet va apporter, on en parlait tout à l'heure, des intérêts économiques, va apporter une utilité. Voilà, on a construit, disons, une ligne de transport, ça va améliorer le rayonnement régional de cette ville. Enfin, voilà, les maîtres d'ouvrage aussi, pour compléter cette case, en quelque sorte, souvent ne mettent en place qu'une bonne stratégie, une bonne argumentation. Et il est possible du coup que ce carré reste vide et que certains services soient effectivement perdus. Mais à cette étape-là, selon notre proposition, il ne devrait pas y avoir de pertes résiduelles inacceptables, puisqu'on aurait dû dès le début vérifier qu'aucun impact inacceptable n'aura lieu via ce projet-là. Donc finalement, pour conclure, on a vu que cette approche des services écosystémiques dans la compensation écologique donc témoigne d'un intérêt plutôt récent.
que pour l'instant, on n'a pas vraiment de ligne directrice, mais qu'il y a un réel appel de la communauté internationale et que les chercheurs commencent à se saisir de cette question. En analysant l'approche de l'étude d'impact environnemental, on s'est rendu compte que finalement, l'approche par service était déjà inclue, mais incomplètement et de façon implicite pour le moment. Et donc, dans les propositions que nous avons faites, l'idée, c'est d'utiliser l'étude d'impact environnemental comme vecteur d'intégration des services écosystémiques dans la compensation écologique. Que l'idée, c'était bien de ne pas permettre une substitution avec l'approche originale, mais de bien voir ça comme une deuxième étape complémentaire, et qu'il était nécessaire d'envisager des mesures complémentaires pour les pertes résiduelles de services écosystémiques que nécessairement il va y avoir à l'issue du projet. Alors, on doit quand même souligner quelques limites de notre approche. C'est que donc, pour le moment, les compensations écologiques ne concernent que les impacts résiduels significatifs pour les espèces protégées uniquement. Donc pour l'instant, ça ne concerne pas toute la biodiversité. Il faut voir si les différents cadres d'application, les cadres réglementaires seront prêts à aller jusqu'à une compensation de biodiversité aussi ordinaire. Puisque si on pense en service écosystémique, on sera peut-être obligé donc, de s'intéresser à ces milieux-là. Que pour le moment, on a une application de la séquence ERC et les études d'impact environnemental ne conduisent pas toutes à des mesures de compensation, même si on peut penser que ce serait nécessaire. Donc on a notamment travaillé dans le cadre du milieu marin, et on a pu montrer que pour les parcs éoliens en mer, les études d'impact jusqu'à aujourd'hui mentionnaient des impacts potentiels, on ne savait pas trop, et dans le doute disaient que du coup on ne pouvait pas prévoir de mesures de compensation, alors que peut-être des impacts sont à prévoir. Donc en fait finalement nos propositions, là elles se reposent quand même sur une amélioration de la mise en œuvre de l'étude d'impact environnemental, une amélioration aussi de la mise en place de la compensation écologique. Voilà, je vous remercie.